Dans ce nouveau numéro de À l'affiche, un écrivain menacé de mort depuis plus de 35 ans. Né en Inde, de nationalité américaine et britannique, Salman Rushdie avait embrasé le monde musulman en 1988 avec son livre « Les versets sataniques », avant d'être la cible d'une fatwa émise par l'ayatollah Khomeini, réclamant son assassinat. Le 12 août 2022, alors qu'il est en pleine conférence dans l'État de New York, Salman Rushdie reçoit plusieurs coups de couteau. Dans son livre « Le couteau », il revient sur cette attaque qui a failli lui coûter la vie et le laisse aveugle d'un œil. Invité du Festival de littérature internationale de Carthagène en Colombie, il partage ses réflexions avec Léa Hurel, journaliste pour le canal hispanophone de France 24. Bonjour et merci d'être avec nous sur France 24. Merci, c'est un réel plaisir d'être ici. Après cette attaque qui a failli vous coûter la vie le 12 août 2022, dans votre nouveau livre « Le couteau », vous avez choisi de raconter au monde entier toutes vos blessures physiques et émotionnelles. Pourquoi avoir décidé de vous montrer encore plus vulnérable dans un moment de grande vulnérabilité ? Vous savez, au départ, je ne voulais pas écrire sur ce sujet. Je me disais que j'allais écrire sur tout sauf ça. Et j'ai essayé. Mais ce que j'ai constaté, c'est que je ne pouvais rien écrire d'autre, car cet événement, et pas seulement l'événement en lui-même, mais aussi ses implications et ses répercussions, occupaient constamment mon esprit. Et j'ai compris que la seule façon de le surmonter était de l'affronter. À partir du moment où j'ai pris la décision d'écrire sur ce sujet, mon état d'esprit a complètement changé. J'ai ressenti une vraie envie de raconter cette histoire. C'est alors devenu quelque chose d'important à faire. Vous avez écrit Le couteau pour essayer de comprendre pourquoi cet homme, l'assassin ou A, comme vous l'appelez dans votre livre, a tenté de vous tuer. Mais en fin de compte, après avoir lu votre livre, je pense que j'en ai appris davantage sur l'amour et sur la poursuite du bonheur. Est-ce que c'était votre intention ? Oui, parce que je me suis dit que si je devais décrire ce qui s'était passé, je pouvais le faire en 10 ou 12 pages. Et ce ne serait pas un livre, mais plutôt un article. Alors je me suis demandé quel serait ce livre. Et je me suis mis à penser que ce livre devait parler du combat entre les belles choses et les mauvaises choses, qu'il devait être question d'amour et de haine, de beauté et de laideur, du meurtre et de la vie. Cet aspect du livre qui parle de la vie, de la beauté, de l'amour, du bonheur, du rire, était ma façon de répondre à la force de la violence et de la haine. Le livre parle donc de cette opposition. Quelle est selon vous la force de guérison la plus puissante, l'art ou l'amour ? Oh, je ne sais pas. Je ne veux pas choisir. Je pense que l'écriture de ce livre m'a permis de reprendre le contrôle du récit. Cela m'a redonné un sentiment de pouvoir sur mon propre destin, et cela a été très important. Mais en même temps, ce livre parle d'amour. Les deux sont donc profondément liés. Je ne peux pas choisir entre les deux. Dans Le couteau, vous évoquez aussi les nombreux livres qui vous ont inspiré tout au long de votre vie. Et Cent ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez en fait partie. Pourquoi ce livre vous a-t-il tant inspiré ? Parce que c'est l'un des plus grands livres écrits au cours des 100 dernières années. Je n'arrive même pas à penser à un autre livre qui pourrait rivaliser. Et ce n'est pas seulement Garcia Marquez, c'est toute la littérature latino-américaine, le fameux boom. Soudain, je pouvais m'identifier. Je me suis dit, voici un monde où je ne suis pas allé, que je ne connais pas vraiment, qui parle une langue que je ne parle pas, mais il y a tellement d'éléments familiers. Je retrouvais des aspects de ma propre vie en Inde et au Pakistan. Deux cultures avec une forte présence religieuse, même si ce sont des religions différentes.
un passé colonial, avec des colonisateurs différents, mais le même principe, et des interventions militaires en politique. Je connaissais déjà tout cela, mais sur un autre continent. C'est pour cela que le livre est devenu si important pour moi, parce que j'y ai reconnu ma propre réalité. Vous avez ressenti une sorte de fraternité? Oui, je me suis dit, je connais cet univers. C'est comme mon propre monde, mais traduit en espagnol. Ce n'était donc pas une influence, mais plutôt le fait de m'identifier. En 1989, l'ayatollah Khomeini en Iran a lancé une fatwa appelant à votre assassinat après la publication de votre livre Les versets sataniques. Cela vous a contraint à vivre caché pendant près d'une décennie. Aujourd'hui, de nombreux écrivains vivent sous la menace à cause des guerres, des gouvernements ou d'ennemis qui veulent les réduire au silence. Quel est l'enjeu pour l'humanité lorsque des écrivains sont muselés? Tout d'abord, ce n'est pas une nouveauté. L'histoire nous montre de nombreux exemples où des écrivains ont été persécutés par tel ou tel régime. L'Union soviétique, évidemment. La Chine, toujours aujourd'hui. Et dans de nombreux autres endroits du monde. À Cuba, par exemple. Si vous étiez un écrivain homosexuel, c'était très difficile à cause de l'hostilité à votre égard. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Le monde littéraire a toujours su que l'écriture était une activité risquée. Et pourtant, nous persévérons. Parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Soit vous abandonnez, soit vous continuez. Et pour moi, il ne faut jamais abandonner. Je voudrais vous parler d'une organisation. Elle s'appelle Forbidden Stories, Histoire interdite. Je ne sais pas si vous la connaissez. Non, je ne connais pas. Il s'agit d'une organisation dont la mission est de poursuivre et de publier le travail d'autres journalistes menacés, emprisonnés et assassinés. Que penseriez-vous de quelque chose de similaire pour les écrivains? Eh bien, cela me semble intéressant. Je ne connais pas cette organisation, mais c'est très important que les écrivains puissent amplifier la voix de leurs pairs. J'ai pu participer en Ukraine aux côtés d'organisations littéraires comme PEN America, à la mise en lumière d'écrivains ukrainiens, en répétant leurs propos, en les republiant. Donc, quelque chose de similaire existe déjà. En parlant de PEN America, selon cette organisation de défense de la liberté d'expression, les livres sont aujourd'hui menacés aux États-Unis. Plus de 10 000 livres ont été interdits dans les écoles publiques au cours de la précédente année scolaire. Ces dernières années, plusieurs lois ont été adoptées dans des États contrôlés par les républicains pour restreindre l'accès aux livres. Pensiez-vous que cela pourrait arriver en Amérique? Non, c'est une véritable obscénité. Les livres qui sont interdits comptent parmi les plus importants de la littérature américaine. Des auteurs comme Toni Morrison, Mark Twain. Il y a un fort accent sur l'interdiction des livres traitant de l'expérience noire, de l'expérience homosexuelle, transgenre, ou de tout ce qui n'est pas hétérosexuel et blanc. Tout ce qui sort de cette norme devient une cible. Pourtant, l'Amérique est l'une des sociétés les plus diversifiées au monde. Vouloir limiter son identité à une vision blanche, chrétienne et hétérosexuelle, c'est nier la réalité de l'Amérique. Nous nous battons contre cela. Je pense qu'il y a une base légale pour dire que ces interdictions vont à l'encontre du premier amendement, car elles portent atteinte aux droits des écrivains et des lecteurs. Des recours judiciaires sont en cours en Floride et ailleurs. Nous verrons comment cela évolue, mais je pense que nous avons de bonnes chances de succès. Vous pensez que les 4 prochaines années de ce second mandat de Donald Trump vont aggraver la situation? Oui, sans aucun doute. Cela donne aux personnes d'extrême droite un sentiment d'assurance
leur permettant de pousser encore plus loin leurs idées. Le combat ne fera que s'intensifier. Et pour conclure cette conversation sur une note plus positive, que peut-on vous souhaiter maintenant que vous vivez ce que vous appelez dans votre livre votre seconde chance dans la vie? Plus de romans, s'il vous plaît. Quand j'ai voulu devenir écrivain, je n'avais pas l'intention d'écrire sur moi-même. C'est la dernière chose qui m'intéressait. Et pourtant, j'ai fini par écrire 2 livres sur ma propre vie. Celui-ci est le second, c'est assez. Je veux revenir à la fiction pure. Donc plus de romans, plus d'écriture. Plus de romans, oui, je vous en supplie. Merci beaucoup, Salman. Merci beaucoup.